En Ouganda, les électeurs étaient aux urnes pour élire le prochain président de la République. Face au chef de l'État sortant Yoweri Museveni, plusieurs candidats dont principalement le chanteur populaire Bobi Wine. La mission de l'ONU au Mali endeuillée, au moins 3 casques bleus ont été tués. C'était lors d'une attaque contre leur convoi. Les précisions sont à suivre. Et puis aux États-Unis, Donald Trump est mis en accusation pour la 2e fois. Une première dans l'histoire de ce pays. Le vote s'est tenu ce mercredi à la Chambre des représentants. Il est accusé d'avoir ordonné l'assaut contre le Capitole. Voilà pour le sommaire de ce journal, bienvenue dans cette édition. Les Ougandais étaient aux urnes ce 14 janvier pour élire le prochain président de la République. Le principal adversaire du président sortant Yoweri Museveni est le chanteur populaire Bobi Wine. Le candidat âgé de 38 ans porte de nombreux griefs contre l'organisation du scrutin. Reportage. Depuis mercredi soir, l'accès à Internet est largement perturbé en Ouganda. Les autorités ont officiellement suspendu réseaux sociaux et services de messagerie au terme d'une campagne particulièrement violente, émaillée d'arrestations et d'émeutes et endeuillée par plusieurs dizaines de morts. Le scrutin oppose principalement le président sortant Yoweri Museveni et le chanteur populaire Bobi Wine. Il a affirmé que plusieurs observateurs électoraux de son parti ont été arrêtés. Selon lui, ses équipes ont fui dans 22 districts car elles étaient encerclées et pourchassées comme des criminels par la police et par l'armée. Le duel fait figure de choc des générations dans un Ouganda où 3/4 des 44 millions d'habitants ont moins de 30 ans. D'un côté, Yoweri Museveni, 76 ans au pouvoir depuis 1986, semble largement favori. En face, Bobi Wine, 38 ans, a capitalisé sur sa popularité auprès des jeunes urbains et s'est imposé comme son principal rival au sein d'une opposition divisée qui présente 10 candidats contre le mouvement de résistance nationale NRM, l'hégémonique parti au pouvoir. Des craintes ont émergé quant à l'équité et la transparence du scrutin au cours de cette campagne, plus violente que les précédentes, où des journalistes, des critiques du régime et des observateurs américains notamment ont été empêchés de travailler. Les résultats de l'élection seront connus dans les 48 heures. Et ces précisions du président de la commission électorale, il a confirmé que du matériel était donc déployé dans plusieurs districts. Il a aussi appelé donc les différents partenaires à agir de manière tolérante. Écoutons-le. Nombre d'électeurs inscrits, 18 103 603. En vue des élections générales de 2021, la Commission a acquis des machines biométriques de vérification des électeurs qui seront utilisées pour vérifier les électeurs qui se présentent au bureau de vote le jour du scrutin. En conclusion, la Commission exhorte toutes les parties prenantes à se comporter de manière tolérante, pacifique et tranquille et à participer aux activités finales de cette élection conformément aux lignes directrices et à la loi afin de garantir un vote libre et équitable. Je tiens à souligner que seule la commission électorale est mandatée pour annoncer le résultat final d'une élection, des résultats d'une élection. Et puis c'est un double scrutin qui s'est donc tenu ce jeudi. Il s'agit de l'élection présidentielle et des élections législatives. Des scrutins tendus où le président sortant Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 35 ans, affronte donc l'opposant Bobi Wine. Au total, 18 millions d'électeurs se sont donc déplacés ou sont attendus dans le bureau de vote. À Kampala, dans la capitale de l'Ouganda, les habitants font la queue pour voter lors de l'élection présidentielle après une campagne électorale tendue. Une élection qui oppose le président sortant Yoweri Museveni, 76 ans, dont 35 au pouvoir, à 10 autres candidats dont Bobi Wine, 38 ans, un chanteur de raga et député à l'ascension politique fulgurante. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin à 4 heures temps universel. Quelques 18 millions d'Ougandais vont départager dans les plus de 34 000 bureaux de vote les candidats au siège de président et à la députation. À Kampala, la présence militaire était très forte ce jeudi dans les rues. De nombreux habitants se sont pressés ces derniers jours dans les gares routières pour rejoindre leur bureau de vote à la campagne ou pour quitter la ville par peur de violence. Mardi dernier, les autorités ont suspendu jusqu'à nouvel ordre les réseaux sociaux
et les services de messagerie. Le réseau Internet était également très ralenti, voire inaccessible à certains endroits de la capitale ce jeudi. Dans un tweet, l'opposant ougandais Bobi Wine a dénoncé la coupure d'Internet qui a débuté la veille des élections générales en cours dans le pays. L'ambassadrice américaine en Ouganda, Nathalie Brown, a annoncé ce mercredi que les États-Unis annulaient une mission d'observation prévue pour ce vote, la majorité de leurs observateurs s'étant vu refuser une accréditation par le gouvernement. 4 casques bleus ivoiriens de la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA, ont été tués ce mercredi dans une attaque contre leur convoi. C'est ce qu'ont donc annoncé le gouvernement et puis l'armée ivoirienne, confirmant les informations données plus tôt par des sources onusiennes. Un détachement de casques bleus ivoiriens de la MINUSMA a été l'objet d'une attaque de groupes armés terroristes à 95 km environ au sud de Tombouctou. Leur véhicule blindé a explosé et le bilan fait pour leur état de 4 casques bleus ivoiriens tués et de plusieurs autres blessés selon le chef d'état-major général ivoirien, Lassina. Des renforts aériens constitués d'hélicoptères d'attaque et d'aéronefs médicalisés ont été immédiatement déployés sur le terrain pour attiser la zone et évacuer les blessés, précise-t-il. Le Premier ministre et ministre de la Défense ivoirien Ahmed Bakayoko s'incline devant la mémoire de ces soldats tombés au champ d'honneur et réaffirme la détermination du gouvernement ivoirien à œuvrer dans le cadre de la MINUSMA à la restauration de la paix et de la stabilité au Mali, a déclaré Ahmed Bakayoko dans un communiqué séparé, confirmant le bilan de 4 morts. L'attaque est survenue au nord de Bambara Maoudé, sur l'as entre Douanza dans le centre et Tombouctou dans le nord-ouest, dans une région qui est l'un des foyers de la violence poliforme qui ensanglante le Sahel. Théâtre de plusieurs massacres ces derniers mois, la région du Bénichangul, Goumouz, en Éthiopie, a subi une nouvelle attaque. Une attaque qui a donc fait au moins 80 morts. Cette nouvelle offensive pourrait donc accroître les tensions déjà vives dans ce pays de l'Afrique de l'Est. La Commission éthiopienne des droits de l'homme, un organisme indépendant rattaché au Parlement éthiopien, a alerté qu'une nouvelle attaque a fait près de 80 morts dans la province de Bénichangul-Goumouz, à l'ouest du pays. L'incident a eu lieu à l'aube, dans la localité de Daleti, vers Metekele. Les victimes ont entre 2 et 45 ans. Nous essayons encore de comprendre l'identité des assaillants et la nature de cette attaque, se désole Aaron Macho, porte-parole de la Commission éthiopienne des droits de l'homme. Depuis près de 6 mois, la région de Metekele est secouée par des flambées de violence. Si certains dirigeants locaux parlent de violence ethnique, le Premier ministre peine à expliquer les motivations derrière ces attaques. Il n'arrive pas à sécuriser la zone malgré sa visite dans la région en décembre et l'installation sur place d'un poste de commandement fédéral. Il n'existe aucun lien connu entre ces violences et le conflit actuellement en cours au Tigré, une région septentrionale de l'Éthiopie, où les troupes gouvernementales ont été envoyées en novembre pour déloger les autorités locales dissidentes. Cette nouvelle tuerie devrait accentuer la pression sur le Premier ministre Abiy Ahmed, Nobel de paix 2019, pour intervenir de manière plus importante au Bénichangul-Goumouz, région située le long de la frontière avec le Soudan et le Soudan du Sud, et où doit être construite la plus grande installation hydroélectrique d'Afrique sur le Nil bleu. L'Union africaine a obtenu 270 millions de vaccins anti-Covid pour le continent, dont la plupart des pays n'ont pas les moyens de financer l'immunisation de leur population, selon un communiqué de l'Afrique du Sud, qui assure donc la présidente tournante de l'Union africaine. Les vaccins, dont au moins 50 millions seront disponibles entre avril et juin, seront fournis par les laboratoires Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, dont la production est en Inde, et Johnson & Johnson. Des accords pour aider les pays africains à financer l'achat de ces vaccins ont été conclus avec la Banque panafricaine, Africa Export-Import Bank et la Banque mondiale. L'initiative lancée par l'Union africaine est distincte du dispositif COVAX de l'Organisation mondiale de la santé et de partenaires privés pour un accès équitable aux vaccins. L'objectif de l'OMS est de fournir des doses pour jusqu'à 20% de la population des pays participants avant la fin de l'année. Le financement de ces vaccins est assuré pour les 92 pays les plus pauvres
ou un peu plus riches du monde. Par ailleurs, l'objectif d'immuniser 20% de la population n'est pas suffisant pour freiner le virus, ajoute le test. La semaine dernière, l'OMS a annoncé que ces derniers recevraient les premières doses entre fin janvier et mi-février. L'Afrique a été officiellement relativement épargnée jusqu'ici par la pandémie. Le continent enregistre un peu plus de 3 millions de cas et plus de 74 000 décès selon les données officielles, contre 16 millions de cas et plus de 500 000 décès pour l'Amérique du Sud et les Caraïbes par exemple. Mais plusieurs pays sur le continent font face à une virulente deuxième vague de l'épidémie, à l'image de l'Afrique du Sud, pays de loin le plus touché avec plus d'1,2 million de cas et 35 000 morts. Les scientifiques du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies ont indiqué qu'il faut atteindre au moins 60% de la population pour ralentir significativement la propagation de la maladie. Nul n'est au-dessus de la loi, c'est entre autres le message que veulent faire passer les démocrates à travers la mise en accusation du président américain Donald Trump. Le vote de la Chambre des représentants est passé comme une lettre à la poste. Ce mercredi, le récit. La Chambre des représentants, dominée par les démocrates, s'est prononcée mercredi en faveur de cet impeachment historique par 232 voix contre 197. Le milliardaire républicain Donald Trump, âgé de 74 ans, qui cédera la place le 20 janvier à Joe Biden, 78 ans, est accusé d'avoir encouragé l'assaut donné le 6 janvier par ses partisans contre le Capitole, qui a fait 5 morts et ébranlé la démocratie américaine. Il doit partir. Il est un danger évident et immédiat contre la nation que nous aimons tous, avait déclaré peu avant Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre, l'accusant d'avoir incité à cette insurrection, cette rébellion armée. Dans une vidéo diffusée par la Maison-Blanche, Donald Trump a appelé depuis le bureau ovale les Américains à l'unité, sans mentionner son second infamant renvoi en procès. Et s'il ne reconnaît toujours pas la moindre responsabilité dans les violences de la semaine dernière, il a assuré que leurs auteurs ne pouvaient pas être ses véritables partisans. À quelques jours de son départ en Floride, où il devrait entamer sa nouvelle vie d'ex-président, Donald Trump apparaît très isolé. Contrairement à l'acte d'impeachment dans l'affaire ukrainienne, il y a plus d'1 an, adopté par les seuls démocrates, 10 députés républicains ont voté cette fois-ci en faveur du renvoi en procès. Ce vote marque l'ouverture formelle de la procédure de destitution contre Donald Trump et il appartient désormais au Sénat de le juger. Et en attendant le vote du Sénat, on referme cette édition.